Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cet atelier de formation organisé conjointement par Sentinelle-Nord et les chantiers d'avenir à l'Université Laval. Je m'appelle Marie-France Gévry, je suis coordonnatrice des programmes de formation à Sentinelle-Nord. Il me fera plaisir de co-animer cet atelier aujourd'hui avec Julia Gaudreau-Perrault, à qui je céderai la parole sous peu. Donc aujourd'hui, on se réjouit de la diversité des gens qui sont là. Ça donne tout un sens à l'activité qu'on vous propose. Donc, une belle diversité. Vous pouvez voir autant des étudiants de premier cycle, de cycle supérieur, des postdoctorants, des professionnels, des gens qui font la gestion de la recherche, des gestions de projets. Aussi des gens en dehors du milieu académique, et ça, c'est très important. On va aussi parler aujourd'hui de collaboration, de communication transdisciplinaire. Donc, quand on engage des gens dans un processus de recherche, d'intervention en dehors du milieu académique, donc qui est très important pour nous. Donc, merci d'être là, tout le monde. Beaucoup de gens de l'Université Laval, mais de d'autres universités, on vous accueille chaleureusement dans le groupe. On a très hâte de profiter de vos bagages respectifs pour pouvoir enrichir les échanges. Donc, la diversité, l'ingrédient de base quand on parle de collaboration interdisciplinaire. Sans diversité, ben, on fait de la collaboration disciplinaire tout simplement. Donc, ça donne tout un sens à ce qu'on va faire aujourd'hui. Merci d'être là. Donc, collaboration interdisciplinaire, pourquoi c'est si important? Donc, on va d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, peut-être poser un peu cette base de pourquoi on s'intéresse plus particulièrement à la collaboration interdisciplinaire. Donc, je passe la parole à ma collègue Julia. Merci, Marie-France. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait moi aussi un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai très hâte de vous entendre parce que vous avez deviné qu'on va vous proposer un atelier assez participatif. Donc, j'ai hâte de vous entendre tous et toutes au sujet de l'interdisciplinarité et peut-être des défis ou des bons coups que vous vivez dans cette dynamique-là. Je suis donc Julia Gaudreau-Perron. Je suis conseillère à l'innovation à l'Université Laval et j'ai le plaisir de piloter depuis son tout début l'initiative des chantiers d'avenir dont je vais vous parler dans un instant. Pour mettre la table à nos échanges, on trouvait, Marie-France et moi, très important de débuter par le contexte qui nous incite, tant dans les chantiers d'avenir que dans Sentinelle-Nord d'ailleurs, à travailler dans l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, on ne la cherche pas en soi nécessairement, hein, ou peut-être que oui, peut-être que vous la cherchez pour ce qu'elle est d'abord à la base, mais on est aussi dans une société, dans un monde qui fait qu'elle est requise de plus en plus par les enjeux de société auxquels on fait face collectivement. Ces enjeux-là sont de plus en plus complexes, globaux, changeants. Donc, on pense au climat, à l'équité, diversité, inclusion, à la gestion des ressources naturelles à l'international, au numérique, à une pandémie mondiale peut-être aussi. Ces défis-là exigent qu'on fasse appel à différentes compétences et dont celles qui sont rattachées là, à la collaboration interdisciplinaire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la communication interdisciplinaire, mais nécessairement, on va toucher aussi à d'autres aspects. Vous voyez sur la diapo, en dernier point, peut-être juste revenir une petite seconde, je posais la question, un nouveau modèle de formation universitaire, c'est ce à quoi nous amène peut-être à réfléchir les défis de société qu'on rencontre. Comme université, et là on peut aller à la diapo suivante, comme université, on s'est donné la démarche des chantiers d'avenir de l'Université Laval, donc qui sont des programmes interdisciplinaires autour de grands défis de société. On faisait déjà très bien de la formation disciplinaire en faculté, en département, et ça va demeurer essentiel de former des experts de grands domaines de sciences, de grands domaines de lettres et autres. Mais on s'est dit, face aux grands défis collectifs, il faut qu'on commence à penser à revoir cette formation-là, à revoir des modèles de formation. Et donc, les chantiers d'avenir sont un de ces modèles-là où on travaille autour de programmes de formation donc, qui sont conçus en interdisciplinarité autour d'un grand défi de société. D'autres aspects communs à ces chantiers-là, c'est le fait d'être dans des projets réels dans le milieu et de fonctionner par développement de compétences transversales dites d'avenir. Donc, on va vraiment être dans un modèle de formation différent. On a 3 chantiers d'avenir présentement. Ce sont tous 3 des maîtrises sur mesure sur 3 enjeux de société différents en intelligence et transformation d'une part, donc autour du grand défi de la transformation des organisations. On aura d'ailleurs 2 panélistes qui sont des collaborateurs et une diplômée de ce chantier-là. On a un deuxième chantier d'avenir sur la sécurité alimentaire, donc le défi global de l'alimentation saine pour tous. Et ça part des terres agricoles, je dis toujours de la terre jusqu'à l'assiette, donc vraiment tout le système
système alimentaire qui est concerné. Et ensuite, un troisième chantier d'avenir sur l'équité, diversité, inclusion, donc de l'ensemble des groupes marginalisés et minoritaires dans une société pour faire en sorte que nos organisations soient plus inclusives pour l'ensemble des personnes qui y gravitent ou qui s'y intègrent. On travaille dans les chantiers d'avenir avec un référentiel d'une dizaine de compétences transversales, comme je le disais tout à l'heure. Je le mentionne ici, on n'entrera pas dans le détail, mais vous voyez en plein cœur de ce référentiel-là la communication qui est là, bien au cœur de nos préoccupations, et ça s'inscrit dans un contexte d'interdisciplinarité. Donc, c'est pour ça qu'on s'est allié aussi avec Sentinelle Nord pour proposer des réflexions lors d'ateliers comme celui d'aujourd'hui. Donc, rapidement, Sentinelle Nord, merci Julia pour la présentation. Puis, je prends le temps de saluer les étudiants à la maîtrise sur mesure en sécurité alimentaire avec laquelle j'interagis sur une base régulière et que j'apprécie énormément. Donc, Sentinelle Nord, vaste programme de recherche interdisciplinaire, c'est un sans précédent qu'on a à l'Université Laval dans un programme de cette envergure-là. Donc, 70 équipes à pied d'œuvre actuellement qui réalisent la recherche dans toutes les sphères, dans toutes les angles possibles de la recherche nordique, autant au niveau de la neuroscience que du génie civil que de l'anthropologie. Donc, c'est vraiment une rencontre qui est possible grâce au programme Sentinelle Nord. Donc, qui cherche à vraiment accompagner les équipes pour apporter des solutions innovantes et plus durables aux problématiques rencontrées actuellement. Donc, plus de 500 personnels hautement qualifiés et 165 professeurs autour de 9 facultés impliquées. Donc, c'est quelque chose d'assez interdisciplinaire en soi qui est pour nous presque un laboratoire d'études également de voir ces rencontres-là se produire. Dans le programme de recherche, on a la chance d'avoir une vaste composante formation qui vient outiller les équipes. Donc, on a pour mission d'offrir des environnements de recherche qui soient innovants dans des environnements exceptionnels, autant dans le Nord que dans des laboratoires de recherche, et aussi de la même façon de développer ces compétences d'avenir-là qu'on juge essentielles pour travailler de façon plus efficace, plus engagée en interdisciplinarité. Donc, très armé sur la mission de l'Université Laval. Au niveau de notre spectre de compétences qu'on souhaite encourager plus spécifiquement, on retrouve également la communication. Parce que quand ils pensent, on parle de collaboration interdisciplinaire, oui, il faut la diversité, mais sans communication, les ponts ne se créent pas. Donc, la communication est souvent, quand on recense les défis explorés dans les équipes, le maillon le plus important à solidifier quand on veut voir émerger cette collaboration interdisciplinaire-là. Donc, sans confiance, sans connexion, sans compréhension, on va nulle part. Donc, l'atelier d'aujourd'hui va porter sur l'enjeu de la communication en contexte d'interdisciplinarité. C'est un atelier qui se veut participatif. Comme on disait d'entrée de jeu, on a besoin de vous pour faire de cet atelier-là un succès, pour accroître les apprentissages qu'on va en faire. Donc, on vous invite vraiment à faire preuve d'ouverture de manière à pouvoir aller en tirer le maximum et d'accroître le potentiel de collaboration de vos équipes qui va en ressortir. On vous a questionné lors de votre inscription à savoir quelle serait, selon vous, la principale difficulté de communication en collaboration interdisciplinaire. Et on a été très séduits des réponses qui nous ont été offertes qui mettent très bien la table sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, tout d'abord, vous voyez pardon, on va y aller plus avec cette diapositive-là qui illustre davantage les relations interpersonnelles, certes, dans toute collaboration, que ce soit disciplinaire ou interdisciplinaire, c'est quelque chose qui va jouer de façon importante. Les biais disciplinaires, donc, ce qu'on sait, on le maîtrise, c'est le connu, on est confortable, mais on peut parfois avoir des appréhensions par rapport à d'autres disciplines, donc des égos même, on peut parler. Alors, ce sont des facteurs qui peuvent jouer contre une bonne communication. Les enjeux divergents, donc la difficulté de comprendre où on va en équipe, donc on communique peut-être mal nos objectifs, les concepts, méthodologies, les données qui sont différentes, difficulté de les comprendre, difficulté de se les approprier pour pouvoir bâtir ensemble, mais sans aucun doute, l'enjeu qui ressort le plus, et vous l'avez très bien identifié, c'est celui du vocabulaire. Donc, le sens des mots qui peut être différent d'une discipline à l'autre, le jargon disciplinaire. Donc, ce sont tous des thèmes qu'on va creuser ensemble. Donc, merci d'avoir si bien mis la table sur ce qui va être vu tout à l'heure. Alors, c'est parti. Alors, pour s'affranchir de ces défis-là, pour vraiment pouvoir aller plus loin, on peut développer nos compétences. Et on va y aller sous cet angle-là pour vous présenter le programme qui va être vu aujourd'hui. Donc, tout d'abord, sous-compétence numéro 1, la reformulation. À quoi ça consiste? C'est notre capacité à être capable de reformuler une idée qu'on reçoit de quelqu'un
d'une façon qui nous est compréhensible, donc dans nos propres mots, c'est-à-dire d'avoir un potentiel de compréhension d'un concept qui nous est nouveau et d'être capable de se l'approprier. Vous allez avoir un exercice à faire tout à l'heure en petit groupe sur cette compétence-là. Deuxième sous-compétence qui se rattache à la communication, parce que la communication, c'est gros, hein, c'est important de la décortiquer pour être en mesure de bien la retravailler. La communication efficace et persuasive, donc être capable d'adapter son message à différents publics, différents contextes, utiliser différentes stratégies de manière à arriver à nos fins. On ne parle pas ici de vulgarisation, mais vraiment d'être capable d'engager d'autres personnes dans le processus de recherche de manière efficace et persuasive. Nous allons avoir une présentation tout à l'heure, un partage d'expérience par Carole Rancourt et Laurie Couture qui vont traiter de cet aspect. Troisième sous-compétence, donc la communication interdisciplinaire. On parle ici d'une capacité d'intégrer, de communiquer clairement des connaissances interdisciplinaires, d'être capable de trouver un terrain d'entente, donc d'avoir un endroit où on se rejoint. Et là, c'est pas banal ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un exercice de taille qui est vécu actuellement par trois étudiants et postdoctorants, professeurs à l'Université Laval et à Yaoundé. Donc, c'est Séraphin Ballard, anthropologue, Valentine Ribaud-Dumas, anthropologue, et Charles-Félix Côté, qui est en biologie végétale. Donc, une rencontre entre les sciences sociales et les sciences naturelles. Également, vous aurez un petit exercice à faire en équipe sur ce sujet-là. Et enfin, sous compétence 4, la communication transdisciplinaire, donc qui va nous être, ce que c'est en fait, c'est la capacité d'interagir avec des experts en dehors du milieu académique pour faire avancer un problème de recherche. Donc, Marianne Falardeau, qui travaille de façon, depuis quelques années, on va presque parler presque d'une décennie bientôt, avec les communautés du Nord, pour faire de la recherche nordique qui interagit de façon très efficace pour faire avancer sa problématique de recherche. Je vais pouvoir nous expliquer un peu comment elle s'y est prise. Donc, voilà. Alors, je repasse la parole à Julia. Très bien, merci Marie-France. On va maintenant vous amener dans des dyades, on va vous envoyer dans des petits groupes pour faire un exercice pour vraiment mettre en pratique et illustrer l'interdisciplinarité et les défis qu'on peut avoir à communiquer parfois en interdisciplinarité. Donc, chacun votre tour, vous allez être invité à présenter votre occupation, ce sur quoi vous travaillez, votre projet, peut-être un projet de recherche ou un projet d'intervention, et l'autre personne avec qui vous allez être jumelé, qui théoriquement ne vous est pas une personne déjà connue. Là, on va essayer, on va espérer que les matchs soient de nouveaux matchs. Et l'autre personne va donc devoir résumer en une courte phrase ce que vous faites. Donc, vous allez avoir 2 minutes pour faire ça. On va vous envoyer dans des petites salles. Puis ensuite, on va revenir en grand groupe pour voir comment ça s'est passé. Pendant que les gens se rebranchent, peut-être que je vous inviterai quelques personnes à partager votre expérience. Comment vous avez trouvé ça? Comment ça s'est passé pour vous? Peut-être 1 ou 2 personnes, là. Puis on peut y aller avec les outils de main levée, là, puisque je ne vois pas toutes les caméras. Ah, je vois dans le clavardage, ça a super bien été. Oui, Lynn? Ben moi, je dirais que ça s'est très bien passé dans notre sous-groupe. Puis, c'est pas un exercice facile, hein. La contrainte de temps, elle est un peu stressante, mais on a réussi l'exercice, je crois, en focalisant sur les mots qui étaient un peu à l'extérieur du jargon. Hein. Quand on se présente, on utilise du jargon, mais oui, autour du jargon, on déballe notre jargon en général quand on se présente. Puis là, ben, c'est ce qui permet à l'autre personne de s'accrocher à ce qu'on essaie, aux idées qu'on essaie de transmettre, puis qui leur permet aussi après ça de reformuler. Fait que je pense que c'est des stratégies que toutes les deux, là, Andréane et moi, on a adoptées là, pour être capable de résumer l'occupation de l'autre personne. Très intéressant. Cette fameuse question du vocabulaire, hein, qui était déjà mentionnée là, lors de vos inscriptions. Je vois qu'il y a Maxine aussi dans le clavardage qui mentionne cet aspect-là. Est-ce qu'il y en a qui ont appris des nouveaux mots lors des présentations? Si oui, vous pouvez nous les mettre dans le clavardage. Là, on sera curieuse de voir ce que ça donne, s'il y a des nouveaux mots qui ont été. Des fois, là, quand on travaille sur des objets très précis, c'est un vocabulaire qui est pas connu de tous et toutes, là. Donc, n'hésitez pas à nous les mettre. Nouveaux mots ou mots peu communs qu'on entend moins
Aline, diversité bioculturelle. Excusez, j'ai LLE. Hein, LLE, oui, on devine. Je peux accorder mon bioculturel. C'est un exercice qui force à prendre du recul, même sur sa pratique, de reprendre une certaine rigueur par rapport à la façon dont on peut se présenter, parce que c'est pas nécessairement intuitif. Oui, absolument. Bon, on me dit dans le clavardage là, que ça s'est bien passé. On vous invitera peut-être à voter sur un petit, vous prononcer en fait sur un petit sondage. Là, on le voit à l'écran déjà. Donc, évidemment, tout ça est anonyme. Hein. L'idée de l'exercice, c'est vraiment de voir comment ça s'est passé pour vous. Donc, comment est-ce que vous estimez que l'autre personne a réussi à reformuler ce que vous avez tenté de lui communiquer? OK, donc parfait. Merci à tous d'avoir répondu. On voit que l'exercice a quand même été assez bien réussi. Question simple quand même, mais imaginez-vous dans d'autres contextes où on a à partager des idées qui peuvent être un peu plus complexes. Alors à ce moment-là, la même rigueur doit être de mise. Petit exercice juste pour vous montrer un peu comment ça peut être difficile en si peu de temps. Conversation d'ascenseur. On verra comment ça se passe pour le deuxième exercice un petit peu plus tard. On a encore un petit volet participatif pour vous. On tomberait dans les présentations de nos panélistes. Marie-France, je crois que notre premier duo est celui de Carole Rancourt et de Laurie Couture, qui vont nous parler de l'adaptation de leur message à différents contextes, différentes clientèles. Ça s'inscrit dans le contexte de la maîtrise professionnelle sur mesure en intelligence et transformation que je vous mentionnais tout à l'heure comme étant l'un de nos chantiers d'avenir à l'Université Laval. Donc, Carole Rancourt est l'un des tuteurs des étudiants dans cette maîtrise sur mesure. Il a lui-même un parcours qui reflète une interdisciplinarité, un parcours qui est rempli d'expériences variées. Et Laurie, qui va l'accompagner, est une de nos diplômées des chantiers d'avenir, maintenant employée aux communications de la Faculté de sciences et génie, alors comme professionnelle maintenant à l'Université Laval. Alors, je vous cède la parole, le premier duo de cet atelier. Merci beaucoup, Julia. Alors, vas-y, Carole, je te laisse débuter. Merci beaucoup. Merci, Laurie. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Bien heureux de me joindre à vous aujourd'hui. Alors, mon nom est Carole Rancourt. Effectivement, je suis tuteur et chargé d'enseignement dans la maîtrise en intelligence et transformation, maîtrise sur mesure. Alors, je vais rapidement passer aux raisons qui nous motivent à focaliser sur l'importance d'adapter son message pour mieux convaincre dans notre programme. Le programme de maîtrise professionnelle sur mesure en intelligence et transformation, c'est un parcours qui offre une approche vraiment expérientielle dont le but est de former des agents de changement. Donc, des agents de changement qui vont être en mesure de créer de la valeur pour la société, pour les organisations. Alors, que ce soit dans le cadre de projets de recherche ou pour contribuer professionnellement à réaliser la vision d'une organisation privée ou publique, mais ces futurs porteurs d'innovation-là doivent interagir avec plusieurs parties prenantes, évidemment. Puis, ces différentes parties-là se présentent toutes avec des valeurs, des perspectives, des objectifs, puis même des vocabulaires différents, comme on l'a vu un peu plus tôt. Les porteurs de projets vont être confrontés au défi de rassembler tout ce beau monde-là dans une direction commune, tout en puisant dans la différence de chacun et chacune. Alors, pour y arriver, ils doivent se montrer persuasifs à bien des égards pour notamment convaincre leur auditoire de l'importance de la problématique sur laquelle ils veulent se pencher, sur la pertinence de leur démarche et beaucoup aussi sur la valeur de l'équipe qui est en place, puis l'importance, la valeur de la proposition qui met de l'avant. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Alors, comment est-ce que dans notre programme qui en est maintenant à sa troisième année, comment avons-nous intégré cette réalité-là dans les activités d'apprentissage? Bien, dans le parcours expérientiel qui est proposé par cette maîtrise sur mesure, les étudiants et étudiantes sont placés dans différents contextes d'intervention où la communication est vraiment à l'honneur et centrale. Donc, à la base de notre définition d'une bonne communication se trouve au départ l'écoute. L'écoute qui est aussi centrale à la démarche de design thinking qu'on adopte dans notre parcours et que les étudiants utilisent pour faire progresser leur projet d'intervention, leur projet de maîtrise. Ils doivent donc faire preuve de beaucoup d'empathie
en se mettant dans les souliers de l'autre, en allant à la rencontre de l'autre, l'autre étant les différentes parties prenantes, dont les futurs usagers bénéficiaires de ce qu'ils cherchent à développer. Tout ça dans le but de comprendre leur perspective sur la problématique, mais comment elle est définie, ressentie vraiment par eux. On parlait plutôt de l'importance du vocabulaire, alors on va vraiment chercher à documenter cette variété de mots chez les différentes parties prenantes pour définir le problème, pour comprendre les enjeux, mais dans la perspective de ces gens-là et non pas dans la perspective du porteur de projet. On leur demande évidemment aussi de s'exprimer, donc de communiquer ce qu'ils sont en faisant des introspections dans leur parcours, des réflexions, et en communiquant leurs valeurs, leurs raisons d'être, donc pourquoi, qu'est-ce qui donne du sens à ce qu'ils font. On leur demande aussi de communiquer ce qu'ils font, et encore là, toujours le pourquoi ils le font. Donc, on a une approche où on leur fait faire une sorte de récit plastique de leur projet qui peut s'adapter selon l'auditoire, selon le format qui est imposé, mais en ayant toujours une même structure de narratif de projet. Ils vont ainsi décrire la problématique, son importance, ses enjeux, la nature de l'intervention, les leviers d'intervention sur lesquels ils veulent agir et sa portée. Le format, comme je disais, est un format flexible, ouvert, puis on laisse volontairement de la place à la créativité dans la façon dont c'est communiqué pour que tout ça soit toujours fait de façon authentique. Une dernière chose qu'on cherche aussi à les amener à communiquer, c'est exprimer de la reconnaissance envers les autres. On croit beaucoup en l'importance de créer un climat de confiance dans une équipe multidisciplinaire, donc d'apprendre à recevoir et à exprimer de la reconnaissance, on croit vraiment que c'est un élément essentiel pour créer un environnement bienveillant et une culture de confiance qui va favoriser les échanges. Puis ça peut se faire dans des rencontres formelles, mais aussi, Laurie, qui est avec nous aujourd'hui d'ailleurs, était impliquée dans le comité social où il y a eu plusieurs activités en dehors des activités académiques puis qui ont fait que cette cohorte-là s'est tenue beaucoup malgré un contexte pandémique là, où tout le monde était en ligne du début à la fin. Les étudiants, enfin, ont aussi de multiples occasions d'adapter leur message selon l'objectif visé puis leur auditoire. Ils vont, par exemple, tenir 3 comités aviseurs. Puis ces comités aviseurs-là sont des rencontres, en fait, où les différentes perspectives de leur projet, les parties prenantes vont être représentées. Donc, on va toujours avoir un professeur expert de l'Université Laval qui va être là pour représenter un peu la science, le côté académique, jeter un regard expert sur la problématique et ce qui est proposé. On va avoir un représentant du partenaire qui peut être, par exemple, le chef d'entreprise ou le dirigeant d'une OBNL ou un représentant d'une ville avec qui on fait un projet. On va avoir un représentant du milieu qui va accueillir l'innovation par la suite, donc un futur usager, client, bénéficiaire. Et il y a le tuteur aussi qui accompagne l'étudiant dans son projet d'intervention. Donc, l'étudiant doit faire face à ce comité aviseur-là et favoriser dans ces comités aviseurs-là un échange, un forum de discussion qui va être porteur de valeur. Ils vont évidemment faire plusieurs présentations en classe aussi devant leurs pairs. Puis, il faut savoir que dans cette maîtrise-là, cette année, par exemple, les 25 étudiants qui font partie de la cohorte viennent tous de bagages différents. Donc, on n'est pas dans un contexte disciplinaire, mais vraiment, ce qui les motive et les regroupe, c'est cet intérêt de créer du changement, puis d'innover, puis d'adopter une démarche qui va permettre de le faire de façon efficace. Ils vont faire aussi des présentations exécutives et on travaille avec Entrepreneuriat Laval, par exemple, où là, l'objectif est plus de convaincre, de persuader de la valeur, de vendre un peu parfois aussi. Et donc, ça les met dans une autre situation où l'objectif, l'intention de communication va être très différent. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter un peu pour cadrer un peu et vous décrire comment, dans cette maîtrise-là, on essaie de
favoriser un parcours expérientiel qui va aider les étudiants à vivre ce que c'est la communication interdisciplinaire. Puis je vais laisser la parole à Laurie pour parler de ce que c'est en fait de ce que ça fait vivre ce parcours-là. Fait que Laurie, je te laisse la parole. Merci, Carole. Donc, effectivement, moi, j'ai participé, j'étais de la 2e cohorte de la maîtrise en innovation et transformation. Et en fait, il y a eu beaucoup de défis là-dedans. Puis en fait, pour cadrer un peu le contexte, c'est que moi, j'ai décidé de faire cette maîtrise-là parce que ça fait 10 ans que je travaille en communication déjà, donc comme conseillère en communication, et j'avais envie d'aller chercher des outils non techniques qui étaient, en fait, d'aller pousser plus loin, autant ma pratique, mais de voir comment je pourrais m'améliorer en tant que professionnelle, mais aussi en tant qu'humain, tout simplement. Donc, tu peux changer ma phrase de simple. Donc, en fait, moi, ce que j'aime et ce que j'ai découvert aussi dans le cadre de la maîtrise, c'est que j'aime communiquer de toutes les façons possibles. J'aime pouvoir créer des ponts entre différents publics, entre différentes personnes. Et j'ai choisi, en fait, un défi qui était à ma hauteur, je croyais, en fait, là, qui était le projet de nouvelle scène numérique pour le Palais Montcalm. Donc, le cas du Palais Montcalm, c'est qu'ils souhaitaient intégrer une nouvelle scène numérique à l'aube de la pandémie, en fait, pour leur site culturel. Et donc, au départ, si ça peut sembler simple, ça m'a pris peut-être 6 mois à cerner une problématique avec eux là, qui était la réelle problématique. Et donc, c'était vraiment un défi de communication entre moi en tant que professionnelle, mais aussi là, dans un cadre de stagiaire qui ne devait pas poser des questions comme une professionnelle, mais comme une étudiante qui cherche à comprendre le pourquoi. Donc, Carole en a parlé, c'était très important dans le cadre de la maîtrise de chercher à comprendre pourquoi on fait les choses, puis comment on peut ensuite bien les communiquer. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'emphase qui est mis sur la recherche, la compréhension, poser les bonnes questions, reformuler beaucoup, beaucoup, parce que c'est ça qui nous permet finalement d'avoir une communication qui est efficace. Donc, en fait, moi, je me suis butée à plusieurs défis parce que, oui, en plus, on avait un défi supplémentaire, celui de la pandémie, qui faisait qu'on était à distance, qu'on n'avait pas de contact non plus réel là, avec les intervenants sur place. Donc, on devait passer par des canaux qui sont virtuels. Et ça, déjà, c'est un frein à une certaine communication humaine qui peut être plus facilitante. Mais de comprendre de se mettre en fait dans les chaussures des gens du Palais Montcalm, de ce qu'ils souhaitaient, et que moi, c'est de ce que je comprenais. Et ce canal-là a été long à installer et à clarifier parce que les questions que je posais ne répondaient pas aux besoins qu'eux avaient. Et donc, c'est ça le plus grand défi auquel moi, j'ai eu à faire face dans le cadre de la maîtrise. Puis, en fait, ce qui est important en communication interdisciplinaire, parce que là, moi, je partais avec un esprit qui était plus dans une démarche, je vais dire, scientifique ou en fait dans une démarche X. Et eux avaient une démarche de projet pour se mener à un point, du point A au point B. Et donc, on n'avait pas le même objectif. Et donc là, dès le départ, ça l'a fait un défi supplémentaire à la communication pour en fait comprendre comment eux, où est-ce qu'ils voulaient se rendre et moi, je ne savais pas où je voulais me rendre. Et donc, et je devais leur expliquer qu'il fallait qu'ils me suivent dans la démarche et donc, sans même moi savoir où est-ce que je voulais, où est-ce que ça allait nous mener. Donc, ce que j'ai compris en fait à travers ce défi-là, c'est qu'on doit d'abord comprendre pour bien communiquer parce que si on veut expliquer à quelqu'un c'est quoi notre problématique, il faut être certain de maîtriser la problématique. Et donc, reformuler, établir des bases, je disais l'importance d'établir des bases solides pour mieux convaincre, bien c'est ça, c'est de savoir décortiquer notre problème, de pouvoir l'expliquer de toutes sortes de façons également. Donc, ce que je disais aussi, c'est que quand le besoin de départ est mal compris, bien, le canal de communication il se ferme. Eux, ils ont l'impression que je ne comprends pas et donc, ils n'ont plus envie de communiquer. Et ce qui est important, c'est de garder ça ouvert pour aller plus loin puis amener dans d'autres directions. Donc, ça a été un peu ça. Oui, parfait, merci. On parlait beaucoup d'empathie. Puis, ce que j'ai retenu essentiellement dans les défis qu'on a eus dans le cadre de la maîtrise, c'est de réussir à se mettre dans les chaussures de plusieurs cibles. Donc, c'est mon dernier point, mais je vais revenir. En fait, il faut être capable d'expliquer notre projet ou notre
qui nous sommes ou notre problématique, ou peu importe en fait ce qu'on veut présenter à toutes sortes de clientèles. Et pour ce faire, il faut comprendre à qui on parle. Donc, il faut être capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans dans une phrase simple, mais il faut être capable de l'expliquer en 30 minutes avec tous les détails que ça peut avoir, qui peut être nécessaire à une bonne compréhension pour un public qui va être universitaire, justement. On peut être capable de l'expliquer en 30 secondes ou c'est ça, en plus de temps. Puis, en fait, il faut qu'on ait toujours une adaptabilité dans notre message. C'est comme ça qu'on réussit finalement à communiquer pour convaincre, à mon sens, à moi. Et on ne peut pas aussi forcer un message. Ça, c'est important de le retenir. C'est si jamais on a notre message, on est passionné, on sait qu'il est clair, qu'il est concis, mais qu'il n'est pas reçu par le public ou par le récepteur, il n'y a rien qui peut être forcé. On peut juste écouter, accepter aussi que le message ne passe pas et que la communication, parfois, peut ne pas être facile. Puis à ce moment-là, je pense que c'est ça, encore une fois, ce qu'on développe dans le cadre de la maîtrise en innovation et transformation, c'est d'avoir une adaptabilité constante qui nous permet de rebondir, de créer en fait d'autres chemins qui vont être différents puis qui vont amener finalement à bon port, puis d'avoir une écoute et une acceptation qui est totale. Donc, c'est un peu ça le message en fait que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis en fait, la communication interdisciplinaire, c'est quelque chose qui est pas facile parce qu'on part tous avec une paire de lunettes différentes, puis il faut essayer de mettre les lunettes de l'autre pour pouvoir lui expliquer facilement notre message finalement. Puis l'essentiel, c'est de connaître parfaitement son message avant d'être capable de le communiquer. Donc, voilà. Merci à vous deux. C'est vraiment intéressant de vous entendre parler. Puis c'est toujours, ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, notamment de t'entendre, Laurie, comme ancienne étudiante dans les chantiers. Là, je trouve ça intéressant d'entendre dans tes mots la démarche qui t'a été proposée puisque ça t'a permis de développer. On va peut-être prendre le temps pour une question s'il y a des gens dans la salle virtuelle qui veulent poser des questions à Laurie et Carole. Je vous invite à utiliser la petite main virtuelle pour ce faire. Ce que je trouve intéressant dans votre propos aussi, c'est que oui, on parle de la compétence de communication, mais vous avez touché aussi à celle d'avoir une pensée complexe, de l'adaptabilité aussi, toute la question d'être capable de s'adapter, de tolérer l'ambiguïté, le changement, etc. Et inévitablement, vous avez touché beaucoup aux compétences humaines aussi, relationnelles, pour être dans l'empathie, dans l'écoute et autres. Donc, c'est fort intéressant. Il ne semble pas y avoir de petites mains levées. Donc, le propos est extrêmement clair et convaincant. On en profitera peut-être, Marie-France, pour rattraper notre petit retard. Alors, je te file la parole pour le prochain tandem. Oui, merci, Julia. Donc, prochaine présentation, puis on va avoir un panel à la toute fin où vous serez invités à tous interagir entre vous. Donc, prochaine présentation pour nous amener dans une autre dimension de la communication interdisciplinaire. On va parler ici d'interaction intra-équipe quand on cherche à construire, à bâtir ensemble les difficultés qui peuvent être rencontrées. Et puis, l'exercice ici est quand même assez fascinant. Donc, 3 personnes qui sont en ce moment en train de vivre leur projet et qui en ont déjà tiré des apprentissages et qui sont à même de pouvoir améliorer leur pratique. Alors, il y a toujours eu une curiosité entre la collaboration possible ou les impossibles entre les sciences naturelles et les sciences sociales, des univers qui se rencontrent, qui ont beaucoup à s'apporter mutuellement. Alors, on va pouvoir voir comment ça peut être possible, tout justement, et de s'affranchir de certaines difficultés qui peuvent être rencontrées. Donc, je vais inviter Valentine Ribado-Dumas, Charles-Félix Fournier-Côté et Séraphin Guimbalan-Dengue à venir se joindre à nous pour présenter cette présentation. Bon, mais bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent à cette présentation. Ça fait plaisir de pouvoir présenter notre présentation qui s'intitule « Au cœur d'un projet de collaboration entre les sciences naturelles et sociales ». Donc, on va partager notre expérience en tant qu'étudiant. D'un côté plus dont mes collègues anthropologues l'ont vécu et de mon côté, comment j'ai vécu côté plus sciences naturelles également.
Donc, on peut changer de slide. Merci. Donc, au début, je vais faire une petite mise en contexte juste pour situer le projet de recherche. Par la suite, ma collègue Valentine va parler de la communication face aux défis épistémologiques. Et par la suite, mon collègue Séraphin va parler de la communication face aux défis relationnels. Et par la fin, je vais parler un peu de faire des suggestions de bonnes pratiques communicationnelles afin de conserver une synergie dans le projet de recherche et entre les membres de l'équipe, entre les équipes interdisciplinaires. Donc, on fait tous partie d'un projet de recherche qui est une action participative pour une recherche inuit sur la production de nourriture et la nutrition chez les Inuits du Nunavut. Donc, c'est une approche collaborative afin d'améliorer la capacité d'autosuffisance alimentaire à la municipalité d'Iqaluit-Qsisat, qui est mieux connue sous le nom de Cambridge Bay ou Nunavut. Donc, c'est un projet qui est financé par Sentinelle-Nord, qui est en collaboration avec Charles, qui est l'Association canadienne de recherche dans l'extrême Arctique, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Nunavut, la municipalité de Cambridge Bay et l'Université de Tromsø de Norvège. Donc, notre projet de recherche est composé de 5 équipes disciplinaires. Donc, il y a un volet agronomique, anthropologique, biochimique, économique et nutritionnel. Donc, ces 5 disciplines-là regroupent 16 membres qui sont en interaction constante auprès des membres et des partenaires de la communauté de Cambridge Bay. Donc, chaque équipe interdisciplinaire est composée de champs professionnels très, très, très différents. Donc, on est chaque équipe de recherche a des spécificités, des besoins, des buts intrinsèques, des objectifs, des limites qui sont fondamentalement différents les uns des autres. Donc, pour cette raison, la communication est extrêmement importante afin de très bien se comprendre entre les équipes de recherche. Aussi de façon à limiter les défis et les enjeux qui peuvent survenir par une incompréhension de certains termes ou autres. Donc, il peut y avoir plusieurs sortes d'enjeux ou de défis qui peuvent apparaître par des problèmes de communication. Au cours de cette présentation-là, mais nous, on va en parler juste de 2, donc des défis relationnels et des défis épistémologiques. Lorsqu'on a une bonne compréhension, ben, on est capable d'avoir une bonne communication, on a une bonne compréhension entre les équipes disciplinaires. Puis aussi, ça permet d'avoir une bonne cohésion entre elles. Donc, on est capable d'avoir un bon partage d'idées, puis on est capable d'atteindre nos objectifs communs et permettre l'avancement du projet de recherche. Donc, je vais vous passer ma collègue Valentine. Donc moi, on a effectivement identifié 2 défis principaux dont on souhaitait vous parler aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais ceux-là nous paraissaient les plus symboliques en termes de comment la communication peut y répondre ou a pu nous aider et les défis qu'on a rencontrés. Alors pour le défi épistémologique, c'est en trois aspects. Le premier, c'est vraiment, on a constaté, on vous livre un peu le partage d'expérience un peu brut, parce que l'expérience n'est même pas finie, mais elle dure quand même depuis septembre 2019, donc ça permet plusieurs mois et années de données, en quelque sorte, sur ce sujet. L'incompréhension entre les disciplines. Alors, elle s'est présentée évidemment à plusieurs niveaux, mais notamment sur le rôle dans le projet, mais aussi la connaissance de la discipline de l'autre. Ça a été vrai entre pratiquement toutes les disciplines et notamment peut-être un peu plus avec ma discipline qui est l'anthropologie. On a eu par exemple des questions incessantes, j'allais dire pas dans le sens négatif, mais des questions qui ont été tout le temps renouvelées sur qu'est-ce que vous faites l'anthropologie, dans quel sens ça s'en va, à essayer on essayait de fournir des réponses qui le plus simplifié possible pour nous, et finalement on se rendait compte que la question revenait quelques mois après, donc visiblement la réponse n'a pas satisfait la curiosité en face, et ça a été quelque chose d'assez récurrent, peut-être encore aujourd'hui, même si maintenant il y a des éléments de réponse qu'on a trouvé
des façons de faire. Mais ça a été vraiment pour les sciences naturelles de comprendre à quoi servaient les sciences sociales, même si je ne veux pas mettre cette opposition de façon systématique, parce que la preuve ici, on est une équipe plus interdisciplinaire qui vous donne cet atelier-là. Mais il y a eu quand même cet aspect-là. Et puis pour nous, en sciences sociales aussi, de comprendre à quoi allait mener le chercheur qui travaille sur la métabolomie, qui était un mot que je ne connaissais même pas avant d'entrer dans le projet. Donc, de vraiment essayer de trouver une cohésion, d'essayer on a été confronté à ça, cette incompréhension du rôle ou même parfois de l'utilité de l'autre. Mais d'essayer par contre sans cesse, ça a été de chaque côté, de la part de toutes les disciplines, de sans cesse continuer à essayer de le comprendre. La deuxième différence principale, ça a été au niveau de la méthodologie. Alors, ça paraît un peu basique de classifier en quantitatif, qualitatif selon des sciences naturelles ou sociales, mais ça a beaucoup plus d'impact que ça, évidemment. Par exemple, en sciences sociales, alors évidemment, en sciences sociales, moi, ma question de recherche, elle évolue au fur et à mesure du projet, même si c'est toujours les mêmes thèmes, etc. Mais la question que j'ai posée il y a 2 ans, je ne peux pas y répondre parce que le projet a évolué d'une certaine façon, qui fait qu'elle doit évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui est, en tout cas pour notre projet, je ne vais pas parler en général, mais pour notre projet, qui est difficile à comprendre pour les chercheurs de sciences naturelles qui ont une question qui est plus fixe dès le départ et auquel on va répondre dans le projet par les données quantitatives qu'on va avoir. Un exemple, c'est en ce moment, je viens de revenir du terrain, je commence mes analyses de données et je sens que les chercheurs de l'équipe ont vraiment envie que j'amène des analyses très vite. Est-ce que dans 2 mois, est-ce que dans 2 semaines, tu pourrais nous donner tes résultats? Ça va me prendre beaucoup plus de temps. C'est une analyse évidemment plus… Et la question à laquelle je vais répondre, je vais la savoir finalement juste à la fin. Même si, évidemment, j'ai des éléments de réponse déjà. Mais ça, c'est quelque chose qui a été et qui est délicat. De la même façon, il y a une position là-dedans, c'est-à-dire que dès le début, les scientifiques de sciences naturelles s'attendaient à ce que les sciences sociales connaissent déjà et déjà des réponses, par exemple, sur les aspects sociaux qu'ils étudiaient, alors que, en quelque sorte, nous, c'est plutôt on a besoin de temps. Les réponses viendront dans une temporalité qui est différente entre ces catégories-là, même si encore une fois, c'est un peu radical. Nous, par exemple, comme on l'a vu, on a des agroéconomistes dans le projet qui finalement se retrouvent un peu de chaque bord. Donc, il y a des zones à cheval quand même, largement. On peut passer à la prochaine. Le dernier aspect, ça a été vu déjà, ça a été mentionné, ça probablement va être expérimenté, c'est la différence, on utilise les mêmes termes, mais ils ne veulent pas dire la même chose. Carole disait tout à l'heure d'aller essayer de comprendre la perspective des acteurs en eux-mêmes. Moi, c'est tout à fait mon sujet. Et en essayant de comprendre la perspective de tous les acteurs du projet dans lequel on est, je me rends compte qu'on utilise le même terme pour communauté, mais ça ne désigne pas les mêmes personnes. Donc, quand on dit que le projet touche la communauté, pour l'un, ça va concerner juste les Inuits. Pour l'autre, ça va être les Inuits et les non-Inuits de la communauté. Pour d'autres, ça va inclure la station de recherche qui est sur place. Pour d'autres, ils la considèrent en dehors. Donc voilà. Pareil pour la recherche participative. À quel degré sont impliqués les gens de la communauté, justement? À quel niveau de décision? Et tout ça, chacun a une définition différente. On peut continuer. Pour terminer, pour vous présenter les solutions qu'on a trouvées à tous ces problèmes, parce que c'est bien beau d'aligner les problèmes, mais on a cherché des solutions. Et puis, on va voir ensuite nos réflexions en conclusion. D'abord, de créer des espaces de dialogue. On a pris le temps dans des réunions de chacun présenter son projet aux autres de façon détaillée et d'aller essayer de vulgariser pour chacun, d'expliquer aux autres. Ça a permis de mieux comprendre le rôle et l'utilité de chacun. Et des échanges d'informations, qu'on communique plus sur les congrès qui existent dans chaque discipline où on pourrait présenter le projet et qui fait quoi et qu'on puisse, comme aujourd'hui, travailler ensemble. Je vais laisser Séraphin vous parler de l'autre défi auquel on s'est confronté. Là, c'est la question relationnelle. Donc, l'enjeu de cette question, c'est évidemment de voir comment partir d'un groupe d'experts, parce que en tant qu'intellectuel, en tant qu'université qui travaille autour d'un projet de recherche,
L'enjeu sera de faire équipe. Donc, la question relationnelle devient très, très importante. Comment faire équipe, pas être juste un regroupement d'experts qui viennent de différents départements. Alors, nous avons constaté tous, au fur et à mesure que le projet a évolué, que le fait d'interagir de façon formelle, finalement, s'avère un piège. Parce qu'on vient s'asseoir au pavillon comptoir, on parle, on échange autour des sujets très, très précis. On connaît les noms, on connaît les visages, on connaît les affiliations, pas plus. Ça peut rester comme ça pendant à peu près un an. Et la hiérarchie universitaire est là. Vous savez, l'université, le cadre académique a ses règles. Et même dans un projet, ce sont d'abord ces règles académiques. C'est toute cette façon d'interagir qui va prévaloir dans la façon de fonctionner dans le groupe de recherche. Donc, là, nous avons réalisé que face à ce problème, quand nous sommes allés sur le terrain pour la première fois à Cambridge Bay, en tant qu'équipe, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et on a compris que quand on sort du cadre formel, il y a beaucoup d'autres choses qui étaient jusque-là implicites, qui n'étaient pas dites, qui ont émergé. Et on a pu discuter de façon beaucoup plus libre. Donc, là-dedans, il était question de souvent faire des activités ensemble. Donc, on peut passer à l'autre slide. Donc, le deuxième problème que nous avons identifié en lien avec la question relationnelle, c'est la question des mots, des phrases, des attitudes et autres. Comme dit là, il y a des mots et des phrases qui coupent la relation. Donc, nous, on a réalisé que la critique est un poison relationnel, vraiment. Nous, les anthropologues. Pourquoi? Parce qu'on est plus habitué dans notre façon d'investiguer à apprécier, à qualifier, parce que c'est du qualitatif. On est plus, entre guillemets, plus habitué, plus ou moins à la critique. Mais ce n'est pas toujours dans une équipe de recherche, c'est peut-être pas ce qu'il faut tout de suite mettre en avant. Donc, ça peut facilement, un commentaire qui peut-être n'est pas mal intentionné, il n'y a pas une mauvaise intention derrière, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Et on parle aussi des mots. Oui, il y a le sens technique des mots, mais nous avons aussi réalisé qu'il y a toute la sensibilité culturelle même. Parce que quand on vient d'horizons divers, il n'y a pas que des Québécois, il n'y a pas que des Français, il n'y a pas que des Camerounais, il n'y a pas que des Chinois. On n'est pas que des experts, mais on a aussi un ancrage historique, on a un ancrage culturel en tant que personne. Et tout ça va déteindre dans la façon de communiquer. Et l'autre aspect qu'on a vu aussi, c'est que les œillets intradisciplinaires, c'est-à-dire quand on vient communiquer à l'équipe, chacun vient avec ses affaires. Donc, on communique, on est des anthropologues, on communique sur notre anthropologie. Mais on ne se pose pas forcément la question, est-ce que je vais en réunion pour accepter aussi, pour juste écouter aussi les autres pour recevoir. Donc, par rapport à tout ça, on a souvent discuté entre nous, on a pris conscience de ça en équipe d'anthropologue. On s'est dit, l'enjeu, c'est toujours le défi, c'est de maintenir le lien malgré ces difficultés. La dernière slide. Alors, il y a aussi au sein des équipes, par exemple, du relationnel, il y a la part du non-verbal, parce que quand on parle de communication, il y a la communication verbale, mais il y a aussi le non-verbal. Donc, le non-verbal est très important. Donc, ça renvoie justement à ce qu'on dit, on est des personnes, en fait. Et on est des humains. Mais quand on est interagi en recherche, on parle toujours des experts, des anthropologues et autres. Mais en fait, aujourd'hui, je sais qu'il y a Charles Félix, je sais qu'il est drôle, il aime faire rire les gens. Ça prend du temps pour découvrir ça et ça joue dans la façon de collaborer. Donc, plus on est capable de sceller les liens, plus la communication passe aussi. Et puis, il y a aussi toute la question du senti, du vécu, des ambitions même, des ambitions qui ne sont pas avouées à l'intérieur d'un projet. Les carrières académiques que les gens ont à jouer, les deadlines que les étudiants ont à gérer aussi. Donc, par rapport à ça, on s'est dit qu'il faut toujours prendre conscience de ce côté, du côté de l'affect, du côté de l'implicite qui déteint sur la façon de communiquer. Merci. Donc, pour terminer, on voulait vraiment faire quelques petites suggestions de bonnes pratiques communicationnelles que nous, on a trouvées pour pouvoir justement contrepasser ces enjeux-là qu'on a vécu comme étant étudiant. Et je pense que le premier, c'est l'écoute qui vient avant de tout. C'est parce que l'écoute, nécessairement, la communication va en dépendre par la suite. Donc, une écoute attentive est primordiale
pour pouvoir bien communiquer entre les membres des équipes. Il est très important de définir les termes et les rôles de chacun aussi à l'intérieur des projets de recherche. Donc, c'est important d'une part pour être sûr de ce que fait les autres et aussi c'est quoi leurs objectifs. Ainsi que aussi de faire une synthèse simple et récurrente des objectifs communs de l'ensemble du projet de recherche. Donc, s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, qu'on est d'accord avec ça et qu'on avance d'une façon commune. C'est aussi important d'adopter un langage accessible et inclusif, comme le disait Valentine. On peut toujours utiliser des termes qui sont propres à notre discipline, mais ça ne veut pas dire que les autres vont comprendre ces termes-là ou de la façon dont on veut le vulgariser aussi. Donc, c'est très important que tout le monde comprenne ont la même compréhension et assurer une cohésion, d'utiliser un langage accessible à tous, surtout quand on a un clash entre les sciences sociales et naturelles qui ont des termes très, très, très différents. C'est aussi important de créer des espaces informels pour mieux se connaître en tant que personne, ce qui permet en sorte d'avoir une meilleure ouverture d'esprit quand on apprend à connaître les personnes, une meilleure réceptivité et une meilleure réflexivité aussi. Et lorsqu'il y a des enjeux ou des défis multidisciplinaires, faut tout faire pour essayer de garder une relation parce que cette relation-là permet la continuité du projet de recherche. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Super intéressant comme parcours et puis tout aussi intéressant de vous voir encore en train de le vivre tout ensemble. Tout à l'heure, Valentine t'a parlé de la question de recherche qui évolue. Est-ce que ça fait évoluer l'ensemble des questions de recherche qu'une personne dans un groupe de recherche voit son sujet de recherche évoluer? Est-ce que ça peut teinter sur les autres membres de l'équipe? Par exemple, Charles-Félix, où la question de recherche était peut-être un peu mieux définie, est-ce que ça t'a influencé dans une autre direction qui n'était pas prévue? En fait, normalement, dans les sciences naturelles, mon projet de recherche a été assez défini, mais moi aussi, je me rapproche un peu des sciences sociales de ce côté-là parce qu'il a évolué dans le temps. Donc, tout à peu près, on va dire à peu près la moitié des membres, leur projet a évolué dans le temps. C'est pour ça qu'il est très important de faire une synthèse de ce qui se passe, puis aussi d'où ce qu'on est rendu pour que les autres comprennent, bon, mais c'est quoi nos nouveaux objectifs, vers où on s'en va. Donc, oui, normalement, ça aurait été plus fixe et j'aurais été plus fixe dans le temps avec mes objectifs, mais le projet de recherche est très évolutif, le nôtre. Donc, on n'a pas le choix d'évoluer avec également. C'est pour ça qu'il faut garder une ouverture d'esprit puis l'écoute pour bien comprendre où ce que les autres sont rendus. Mais pour rebondir juste une seconde, je pense qu'ils sont tous interconnectés, nos projets, même si parce que selon comment Charles Félix combien de temps il va aller sur place, selon comment son projet se définit, moi, mon projet qui étudie la relation entre tous les acteurs du projet va forcément dépendre du temps qu'il va passer sur place ou dépendre de ce qu'il va faire sur place. Moi, quand je suis sur place, selon ce qu'ils ont, quand j'ai été sur place, ils ont eu à me faire des choses parce qu'eux n'étaient pas sur place. En tout cas, tout est forcément interconnecté. Moi, dans mes entretiens d'anthropologie, j'ai posé des questions par rapport aux autres aspects du projet parce que ça m'intéressait d'avoir la perspective des acteurs là-dessus. Donc, c'est forcément interconnecté. Oui, fascinant. Puis c'est là qu'on voit l'interdisciplinarité vraiment se vivre, les efforts qui sont consentis à cet exercice-là. On va devoir garder ce cours. Je ne vois pas de questions dans le chat, mais on va avoir un panel à la toute fin qui va nous permettre vraiment de revenir ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup. On rebondit un peu sur ce que vous avez apporté comme élément pour le prochain exercice qui va se vivre ensemble. Donc, expérimentation en sous-groupe. On vous envoie dans des salles. Tout le monde. Cette fois-ci, vous ne serez pas que 2, vous serez environ 4 à 5 personnes et vous aurez à vous entendre sur une définition d'un mot qui ne peut ne pas faire consensus de façon intuitive. Donc, vous serez envoyé, on va raccourcir à 8 minutes de manière à ce que nous puissions peut-être rattraper un peu le retard qui a été engendré.
Je vous invite, il y a un lien Jamboard qui est dans le chat. Vous allez devoir poser vos définitions sur une murale. Donc, tout d'abord, on vous invite vraiment à vous ouvrir à discuter d'une définition et ensuite, on va vous inviter à aller sur une murale. Donc, la murale, je vous la partage ici. Pour ceux et celles qui ne sont pas familières avec l'outil, il s'agit de prendre un petit post-it ici sur le coin et d'écrire votre définition pour ensuite choisir la couleur de votre choix. Tiens, rose, je me sens rose. Et le poser dans la bonne colonne selon le mot qui va vous être attribué. Donc, portez attention, le nom de votre groupe définit votre mot. Alors, c'est parti tout le monde. On se revoit dans 8 minutes. Donc, qui? Levez la main, ceux qui sont allés dans le petit Robert. Wikipédia ou Google. Ça aurait été triché, là, quand même. On comptait sur votre bonne foi. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse quand on fait ce genre d'exercice. C'est le fun de voir vos réponses, en tout cas sur la murale. Vous les voyez aussi à l'écran. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager comment ça s'est passé pour eux dans l'équipe? Non pas sur la définition, mais sur le processus en équipe, comment ça a été? Ben oui, je peux bien y aller. C'est Guylaine. Nous, on s'est demandé. Oups, excusez. Je reviens. On n'a pas tout de suite vu qu'on avait moi, je ne l'ai jamais vu. Mes collègues l'ont vu, qu'il y avait un mot qui nous était attribué. Ça fait que je pensais qu'il fallait peut-être. On ne savait pas si on y allait individuellement. Mettons, chacun disait pour communauté savoir sciences, transformation, notre petite définition. Puis là, en se parlant avec l'équipe, là, on s'est aperçu que non, on avait un mot qui nous avait été attribué, savoir. Là, après ça, c'était encore la même question. Est-ce qu'on y va individuellement? On met chacun notre définition. Fait qu'on avait commencé un peu comme ça pour finalement arriver à quand même une définition d'équipe, là, où ce qu'on a dit ensemble de connaissances et de savoir utiliser pour étudier des phénomènes sociaux et des relations de cause à effet, ou acquis par le biais du milieu culturel, par la socialisation. Ça fait qu'on s'est aperçu que dans le fond, qu'on est en train de dire deux choses. On acquiert des connaissances, puis ensuite, on peut utiliser nos connaissances. La socialisation n'est jamais terminée, qu'on peut se socialiser. Fait qu'on a tergiversé un petit peu, mais je trouve ça le fun que dans le temps, on est arrivé à quand même une définition d'équipe. Je suis fière. Avec le défi supplémentaire de s'entendre en équipe sur c'est quoi la consigne, c'est quoi le... Oui. Puis moi, l'attribution du mot savoir dans le Zoom, je ne l'ai jamais vu, fait que je me suis quand même fiée à mon équipe. Je ne sais pas si eux voudraient rajouter des choses, là. Mais en gros, c'est comme ça, là. Merci pour le je ne me montre pas la face, comme vous pouvez voir dans ma voix, j'ai la grippe. Une petite grippette. Est-ce qu'il y a d'autres partages d'expérience? Oui, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Attendez un petit instant, je ne vous vois pas. Je vais vous afficher. Oui, du côté d'Anna, il y avait un commentaire. Micro. Anna, ton micro. Merci. Effectivement, ça aide mieux avec le micro. Voilà. En fait, ça a été un exercice vraiment intéressant. On s'est rendu compte en fait qu'on employait des termes différents, mais pour dire la même chose. Donc, on avait parlé au début de l'acquisition des connaissances parce que notre mot, nous, c'était le mot science. Et puis, Andréane avait parlé plutôt des méthodes et on s'est rendu compte qu'en fait, ça voulait dire la même chose. C'est l'acquisition des connaissances va passer justement par une méthode pour acquérir ces connaissances-là. Donc, on s'est rendu compte qu'on utilisait des termes différents et qu'on voulait tout simplement dire la même chose. Donc, on s'est vraiment bien entendu. Pour le mot science également, Sophie avait parlé justement de l'acquisition des connaissances là, du vivant. Puis, on s'est dit, il y a d'autres, ça va englober plus de autres choses également, puisqu'on va avoir justement la science qui va reposer sur des organismes inertes, là, des matières plutôt inertes. Donc, on va éviter d'employer ce terme-là. Donc, on est arrivé finalement à un consensus. Donc, c'était super intéressant. Super, merci Anna. Il y a Ahmed aussi qui voulait intervenir. De notre côté aussi, ça s'était très bien passé, tout ça, mais c'est sûr qu'avec le laps de temps qu'on a, on a des mots, on sort des mots et tout ça, mais on n'est pas, comme dit Marie-France, on n'est pas une bibliothèque dans notre tête, tout ça, mais c'est sûr qu'on est arrivé à un consensus et tout ça, puis il y avait Martine qui écrivait après pour les définitions et tout ça, mais ça s'est bien, en somme, ça s'est bien passé entre
toute l'équipe et tout ça. Mais, merci, belle Ahmed. expérience. Carole, comment tu as trouvé ça? Très intéressant comme activité. C'est intéressant dans notre groupe. Il y a eu 2 étapes, je dirais. Premièrement, sur le processus, comment s'y prendre. Puis on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait peut-être un autre groupe qui travaillait sur science. Donc, on était comme 2 groupes qui travaillaient dans notre case, ce qui nous a rendus perplexes. Puis ensuite, ce qui a enrichi la discussion, c'était de voir que dans les 4, on avait tous un bagage différent. Donc, quelqu'un était plus au niveau de la communication, quelqu'un d'autre venait des sciences en soi. Donc, chacun avait une définition effectivement différente de ce que ce mot-là pouvait dire. Ça fait que ça n'a pas été facile de démarrer, mais on est arrivé à avoir je pense que moi, ce qui m'a marqué, c'est au moment où on a commencé à OK, on va se lancer, on va écrire quelque chose. Et en se lançant, en acceptant que ça n'allait pas être parfait, on a réussi à s'entendre sur quelque chose qui avait quand même pas pire de sens, je pense, en bout de ligne. Bonne piste, cette acceptation de l'imparfaitement ou parfaitement imparfait. Là. Oui, l'éloge de l'imperfection. Parlant de parfaitement imparfait, je vois qu'on a pris quand même un petit retard là, dans notre déroulement. On s'excuse d'ailleurs pour les gens qui avaient peut-être des engagements là, à partir de 11h30. Visiblement, nous allons dépasser cette heure. Je pense que les échanges sont riches, alors on va quand même en profiter. Marie-France, je te passerai peut-être la parole. Je vois que Valentine a baissé sa main. Oui, puis j'espère qu'on va pouvoir profiter du temps tout à l'heure pour aller encore plus loin. Je ne ferai pas de grosse synthèse ici de ce qui a été rapporté sur la murale, mais je vous invite quand même à y retourner avec des lunettes en regardant les différentes perspectives qu'un mot peut avoir. De vous positionner par rapport à la perspective qui est suggérée, de l'envisager, de vous l'approprier peut-être de manière à ce que vous puissiez continuer à développer votre compréhension de ce même mot-là. Donc, sur la murale, ce que vous voyez, c'est ça. Communauté, on est allé, je pense que c'est inspirant comme terme. Donc, continuons de réfléchir collectivement, mais cette notion-là d'avoir quelque chose de commun, de central, qui peut être défini de diverses façons. Les savoirs, énormément de pistes. Je dirais pas qu'il y a consensus ici, donc qui a matière aussi à continuer de réfléchir. Donc, positionnez-vous avec ce regard-là dans vos prochaines interactions, de voir, OK, on voit les choses de façon différente. Je ne suis pas porteur de vérité. Ils ne le sont pas, mais ensemble, on a peut-être quelque chose qui fait du sens. Donc, on continue de se donner du temps pour définir ces mots-là de manière à mieux avancer. Avançons tout justement. Alors, on vous a parlé, on a un petit retard. Très désolé pour ceux qui avaient peut-être d'autres engagements. On vous invite vraiment à rester parce qu'il y a du contenu fort intéressant, fort enrichissant qui se présente à nous dans les prochaines minutes. Donc, on va essayer de garder dans un 20 minutes le retard qui a été pris. Donc, on vous invite à rester avec nous. Il me fait vraiment grand plaisir d'accueillir Marianne Falardeau, qui est postdoctorante à Sentinelle-Nord, qui est très engagée dans sa recherche. Ça se traduit vraiment dans tous les sens de ce qu'elle fait. Alors, je vais vous passer la parole, Marianne, pour que tu puisses te présenter et nous montrer à quel point la communication peut enrichir le processus de recherche de si belle façon. Merci beaucoup, Marie-France, puis merci à toute l'équipe de Sentinelle-Nord pour me recevoir aujourd'hui. Et on peut aller à la prochaine diapositive pour me présenter brièvement. Je vais essayer de faire ça bref, là, parce que je sais effectivement qu'on est court dans le temps. En gros, j'ai un parcours qui a commencé en biologie un peu plus fondamental, là, puis lentement, j'ai migré vers une approche transdisciplinaire. Donc, on peut me retrouver autant en train de pêcher des poissons que de faire des ateliers jeunesse en marge de la mer dans le Nord. Donc, ça me représente un peu ce genre d'image-là. Ça va aller d'un à l'autre. Allons à la prochaine. Puis actuellement, je fais partie d'un gros projet aussi qui s'appelle Fishes, Fostering Indigenous Small-Scale Fisheries for Health, Economy and Food Security. Donc, notre objectif, c'est vraiment de comprendre comment on peut soutenir des pêcheries durables dans le Grand Nord canadien et ça de manière à ce que ça vienne favoriser la sécurité alimentaire, l'économie et la santé dans les communautés autochtones du Nord. Donc, c'est un projet qui est à une essence transdisciplinaire. Donc, je gravite vraiment dans ce genre de questions. Puis, beaucoup des points que je vais amener aujourd'hui ont déjà été mentionnés par mes collègues qui sont présents aujourd'hui. Donc, voilà pour un peu l'introduction. Et ma recherche s'inscrit dans une approche qu'on pourrait qualifier de recherche collaborative
Il y a différentes définitions à ce terme-là. En fait, c'est beaucoup un continuum, comme on aime le dire, la recherche collaborative. Et cette définition, c'est en fait un cadre général comprenant différentes approches à la recherche qui implique l'engagement des communautés et des individus dans le processus de recherche, avec pour but de co-générer des connaissances afin de comprendre des problèmes complexes auxquels on fait beaucoup face dans l'Anthropocène et de guider les politiques, donc dans ce cas-ci, beaucoup des politiques liées au développement durable. Et cette figure-là qui vient d'un article de Adams et al. En 2014, Adams qui était à l'époque aussi une chercheuse en début de carrière, donc j'aime bien cet article qui représente aussi certains des défis d'avoir ce type d'approche quand on est au stade de la maîtrise du doctorat. Et puis ça montre vraiment que c'est un processus qui est basé sur le respect, la confiance, où les acteurs des communautés et le milieu académique vont de pair travailler ensemble tout au long du processus. Et comment est-ce que de telles recherches vont débuter? Eh bien, ça va débuter avec une bonne vieille tasse de thé. Donc, j'aime beaucoup aussi cet article de Heather Castledon qui, en fait, le titre de l'article dit « I spent the first year drinking tea ». Donc ça, c'est vraiment, en fait, ça représente beaucoup mon type d'approche aussi, où est-ce que dans les premiers pas d'un projet, ça va être un rythme de recherche qui va être nécessairement différent d'un projet qui n'implique pas de notion transdisciplinaire, parce que la première année, les premiers temps, c'est beaucoup de s'asseoir, d'avoir beaucoup de questions, puis d'écouter. Le mot écoute est revenu à plusieurs reprises tout au long des présentations. Donc ici, ça va être vraiment essentiel d'écouter, d'apprendre. Il n'y a pas un one size fits all pour les approches là, dans un type de projet comme ça, mais je pense que ce qui fait à tous les projets, c'est d'écouter, d'être flexible, puis de s'asseoir, de partager un thé, de la saveur qui est la plus culturellement acceptée dans cette communauté-là. Moi, c'est souvent du orange pekoe que je vais boire, chose que j'ai justement apprise en buvant beaucoup de orange pekoe dans les communautés du Nord. Puis, c'est justement une occasion, quelques termes là, que je voulais, une notion que je voulais amener ici, une occasion de comprendre les codes culturels dans la communauté. Le choix des mots est quelque chose qui est revenu dans les présentations précédentes, donc justement de comprendre pour la communauté particulière avec laquelle vous travaillez. Justement, moi, comme les trois autres qui viennent de parler, j'ai travaillé beaucoup à Cambridge Bay, donc quels sont les codes culturels ici, quels sont les leaders dans la communauté, quelles sont les organisations clés, etc. Quels sont les événements communautaires auxquels je devrais participer pour justement apprendre à connaître les gens, etc. Et je trouve aussi que c'était un moment, c'est toujours un moment important pour se questionner sur notre positionnalité, qui est un terme qui revient souvent en sciences sociales, mais en sciences naturelles, on est peut-être moins habitué à se questionner sur notre positionnalité. Ça va être comment mon genre, mon ethnie, ma culture, le milieu d'où je proviens va influencer mon regard sur la recherche, le type de questions que je vais poser, le type de méthode que je vais mettre de l'avant en premier. Donc, tout ça, durant cette première année de réflexion, peut survenir. Je vous encourage à amener ces différentes réflexions dans la première année. Et pour la suite de ma présentation, je vais y aller assez brièvement pour justement montrer des exemples de projets qui ont émané de ce type d'approche-là pour moi dans mon doctorat que j'ai réalisé à McGill. Donc, dans un premier temps, on a beaucoup appris du passé en amenant ensemble autant des méthodes de la biologie que des approches participatives. Et c'est vraiment en m'assoyant avec la communauté, en comprenant quelles étaient les priorités locales que j'ai pu mettre sur pied un projet qui pouvait répondre à certaines des préoccupations. Ici, c'était l'omble chevalier qui est revenu comme étant une espèce clé dans cette région-là, vraiment importante pour les pêcheries. Et puis, donc, je me suis concentrée beaucoup là-dessus pour comprendre comment cette espèce-là était affectée par les changements climatiques dans les 30 dernières années, autant en combinant des séries temporelles du ministère de Pêche et Océans Canada, mais aussi en faisant des entrevues avec des pêcheurs inuits. Et donc, ce projet-là, en premier, je me suis concentrée avant de produire un article scientifique, en fait, de produire des moyens de disséminer le projet qui allait résonner avec la communauté. Donc, par exemple, ici, je mets un extrait d'une affiche vulgarisée que j'ai faite pour la communauté. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui pourrait résonner? Je vais essayer de mettre des étoiles ou est-ce que je montre quels volets du projet ont été mis de l'avant autant par les savoirs de sciences occidentales que par les savoirs inuits, un peu justement par la distinction de toutes les différentes connaissances qu'on a pu amener ensemble dans ce projet-là en lien avec les changements dans l'écosystème marin. Donc, voici un exemple vraiment qui regardait plus vers le passé.
Et bâtissant là-dessus, on s'est tourné vers l'avenir. Donc, à quoi est-ce que le futur de cette région-là va ressembler? Comment s'y préparer? Donc, ça, c'est un gros projet participatif que j'ai mené sur à peu près 2 ans. Et puis, on voit un beau dessin que mon père a fait justement pour ce projet et que j'ai voulu mettre ici. Donc, on peut aller à la prochaine diapositive. Donc, c'est un projet justement, comme j'ai dit, qui a duré 2 ans, qui a commencé par des entrevues, des groupes de discussion pour un peu voir comment la communauté voulait réfléchir au futur, comment approcher ce genre de questions qui peut être très délicat, très sensible dans certaines communautés autochtones, où est-ce que la notion de futur ou de se projeter dans l'avenir n'est pas nécessairement quelque chose de socialement ou culturellement confortable. Il faut le faire de manière qui va s'enraciner dans les valeurs locales. Donc, dans ce processus-là, certains exemples de façon qui ont émané de rendre ça vraiment localement adéquat, ça a été une des recommandations de la communauté, que les aînés de la communauté ouvrent cet atelier-là. Donc, l'atelier de scénario a commencé par des histoires racontées par les aînés sur la résilience passée. Et puis, à partir de ça, a fourni de l'inspiration au groupe pour regarder vers l'avenir. Donc, ça, c'est un des exemples d'approche qui a émané de ce processus-là transdisciplinaire d'écoute, puis d'empathie, de compréhension. Et puis, une autre idée qui a émané de ça, c'est d'impliquer des artistes dans le processus, donc d'amener l'art et la science ensemble. Donc, on a impliqué une artiste inuite qui a peint les différents scénarios plutôt que de faire des représentations plus scientifiques, des scénarios, des visions du futur. C'est vraiment plutôt des peintures faites par une artiste locale qui ont été mises de l'avant dans le cadre de ce projet-là. Et puis, j'ai aussi monté un film sur le projet, justement, en me disant que c'était probablement un médium de mon expérience de très long terme, là, itérative avec la communauté qui allait résonner. Effectivement, c'est un moyen qui a résonné. J'ai pu faire des projections locales, etc. Donc, voilà un peu pour exemplifier certaines des approches qui peuvent émaner d'un processus comme ça. Donc, pour réitérer certains des points là, que j'ai voulu amener, c'est prendre son temps, même si ce n'est pas toujours facile dans le cadre d'une maîtrise ou d'un doctorat, mais d'essayer de prendre son temps tout de même dans les délais prescrits, d'être flexible, de se questionner sur notre positionnalité dès le début du projet, puis même d'écrire un positionality statement qu'on appelle en anglais, désolé de l'anglicisme, mais de l'écrire dès le début de votre projet, ça peut être vraiment pertinent. Et puis de se questionner sur les codes culturels. Donc, j'espère que ça vous a donné quelques idées. Puis, j'ai bien hâte à la discussion qui va être un peu brève, mais du moins, j'espère enrichissante. Merci beaucoup. Merci, Marianne. Je serais tentée de te poser, puis j'inviterais les gens à poser des questions déjà dans la boîte de discussion, mais de te lancer sur la même question que j'ai posée au groupe tout à l'heure. De quelle façon ces échanges-là avec la communauté ont influencé ta question de recherche? Comment tu as dû jouer avec adaptabilité avec ta question de recherche? Bien, parlant justement de l'importance de prendre le temps dans le cadre d'une maîtrise ou d'un doctorat, mais moi, c'est dès le début de mon doctorat, j'avais un peu mis la table pour ça. J'avais voulu avoir une approche que je qualifiais déjà d'itérative, où est-ce que j'allais raffiner mes questions puis mon approche au fil des consultations. Donc, j'avais déjà comme un peu mis la table pour ce genre de processus-là. Donc, ça l'a aidé. Donc, si vous êtes en capacité de mettre des bases comme ça déjà explicitement itératives, ça va aider à pouvoir avoir cet espace-là d'adaptabilité qui va peut-être être un peu plus difficile dans le cadre d'un projet qui est prédéfini. Donc, moi, c'est ça qui a vraiment beaucoup aidé, là. Puis, par exemple, l'omble chevalier, c'est une espèce sur laquelle je me suis beaucoup concentrée puisqu'elle était vraiment importante dans la communauté. Donc, ça, c'est aussi un exemple d'un peu focaliser nos efforts dans des zones où est-ce que nous, on a une expertise, bien entendu, mais où est-ce que ça va répondre directement à certaines des préoccupations locales. Ouais, ça illustre une autre compétence, l'adaptabilité qu'on a énoncée au tout départ. Carole Rancourt avait une question pour toi. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je me demandais si, dans un cadre comme ça, vous aviez établi des objectifs en termes des objectifs de communication en soi. Est-ce que vous aviez réfléchi à ça et est-ce que ça avait été défini? J'y avais réfléchi, je suis en parallèle de mes recherches communicatrices scientifiques aussi, là, donc c'est toujours quelque chose auquel je vais réfléchir d'emblée, là, donc oui, mais je dirais aussi que mes réflexions se sont vraiment raffermies au fil des années. Donc, il y avait déjà une réflexion que j'ai faite, par exemple, je voulais faire un séjour de dissémination. Donc, dès le début de mon doctorat, j'ai
fait les démarches pour trouver du financement pour retourner dans la communauté, juste pour disséminer les résultats sans aucune... Puis aussi, j'ai trouvé le financement pour faire un film. Donc, c'est des choses que, dès le début du projet, je voulais faire. Puis, des financements, il faut y appliquer d'avance. Donc, j'ai mis disons, ces efforts-là d'emblée. Donc, si c'est quelque chose qui intéresse certains étudiants, je dirais d'avoir un plan. Ça permet d'avoir les sous qui permettent de mettre en action, là. Donc, oui. Merci. Merci. Super. Je vais réinviter notre panel à revenir. En fait, vous êtes déjà là, mais on va ouvrir la discussion un peu plus largement. Je vous suggère qu'on plonge ensemble peut-être à essayer de converger vers une forme de clôture de ce super atelier. Ça a été riche en échanges. On vous en est extrêmement reconnaissant. Je te passe la parole, Julia. Parfait, merci Marie-France, merci Marianne, hein, c'était vraiment fort intéressant. Je retiens personnellement le mot positionnalité. Tu verras dans le clavardage, j'ai mis le petit jeu de mots là, avec le T. Je pense qu'effectivement, c'est important quand on arrive dans un groupe de prendre le temps de bien se positionner à l'intérieur de soi. D'abord, quelle est ma perspective? Qu'est-ce que j'amène dans ce groupe-là où j'en suis? Puis après ça, de bien le communiquer, de bien l'installer dans le groupe et d'entendre celle des autres aussi. On a parlé beaucoup de la perspective individuelle, de notre posture, des attitudes qu'on peut avoir, des valeurs qu'on peut amener dans un groupe lorsqu'on est en mode collaboration interdisciplinaire, communication interdisciplinaire. On était curieuse aussi de vous entendre sur le plan collectif dans une organisation. Comment on peut mettre en place une culture de la collaboration interdisciplinaire, donc comme un groupe, comme une organisation, quels seraient les facteurs de succès selon vous pour qu'on y arrive? Peut-être qu'on peut déjà ouvrir la question là, auprès de nos panélistes. Je peux peut-être me lancer. Lance-toi, Carole. Merci, Julia. Je pense que dès le départ, lorsqu'on arrive avec un groupe qui cherche à définir un objectif commun, mais dont les parties ont chacun une perspective différente, je pense que c'est important de reconnaître cet enjeu-là, ce défi-là, de le nommer et de prendre le temps. Marianne a très bien décrit ça à travers cette diapo-là. J'ai pris, ma première année a été de prendre du thé, mais je trouve ça vraiment éloquent. Donc, de prendre le temps de reconnaître l'importance de créer ces liens-là, puis de se définir des objectifs, puis de mesurer cet aspect-là, peut-être aussi pour s'assurer que ce lien-là au sein de l'équipe, il s'établisse, je dirais. Merci, Carole. D'autres idées sur comment favoriser une culture organisationnelle de la collaboration interdisciplinaire? Encourager ça dans nos organisations. Je peux me permettre, mais au niveau institutionnel, je suis très loin de ça. Donc, c'est l'observatrice qui parle, là, mais d'un peu faciliter les ponts entre les départements. Même au niveau administratif, c'est vraiment un défi là, de faire face à l'administration de plein de départements quand on est transdisciplinaire. C'est une charge de travail additionnelle, certainement. Donc, de faciliter ce genre de processus-là au niveau institutionnel et administratif. En tout cas, selon moi, ça serait très apprécié pour l'avenir. Ouais. Effectivement, sur le plan administratif, il y a tout un paquet de petites ficelles à attacher et à faciliter là, les ponts dont tu parles. Effectivement, au niveau budgétaire, il y a des différences entre des départements, des facultés qui n'ont pas les mêmes budgets, qui n'ont pas la même manière non plus d'utiliser ces budgets-là. Au niveau culturel aussi, j'ai l'impression d'une faculté, d'un département à l'autre, il y a des façons de faire administratives et autres qui sont bien différentes. Effectivement, il y a des ponts à faire. Dans la sphère académique, je serais portée de dire également, on valorise beaucoup le développement de l'expertise, mais le développement des compétences individuelles est fondamental pour réussir sa collaboration et puis de s'allouer du temps pour travailler sur soi de manière à justement être un meilleur collaborateur pourrait assurément faciliter grandement les choses.
C'est un bon élément, ça, Marie-France, hein, de se donner des espaces temporels aussi là, pour y réfléchir, créer des espaces de possibilités, alors qu'on est souvent dans des rythmes effrénés où on a peu de temps pour réfléchir, peu de temps pour le dialogue. Encore cette image de thé aussi qui revient aussi, prendre le temps de prendre le thé. J'avais un exemple qui m'avait été donné par Sophie Brochet dans le cadre d'un atelier de la maîtrise, là, qui disait qu'il avait trouvé une solution très simple, un problème très complexe à travers les yeux du concierge chez Énergir. Puis c'est vraiment ça, en fait, quand on dit justement qu'on doit ouvrir la communication à tout le personnel, c'est pas travailler juste les gens d'une équipe de communication ensemble, là, souvent, ça ne donne vraiment pas les bons résultats. Ce qu'on a vraiment besoin, c'est de parler avec toutes les équipes, autant, je m'excuse, techniques que professionnelles dans une équipe. Oui. Effectivement, dans un projet, souvent, on va identifier nos parties prenantes, mais il y en a plusieurs qui vont rester dans une zone d'ombre, mais elles sont autant des parties prenantes d'un projet. On doit les considérer si on veut vraiment avoir la vision la plus complète de son projet. Je poursuivrai la discussion en lançant à nos panélistes, à l'ensemble des gens qui sont encore présents, et merci d'être encore là, on apprécie. Quel est, selon vous, le défi qui vous reste à explorer en lien avec la communication interdisciplinaire? Le défi. Moi, je parlerais des intérêts personnels que chaque partie peut avoir. Comment adresser ça? C'est souvent un peu un tabou de dire, ben moi, j'ai cet intérêt-là ou j'ai cette ambition-là. Je pense que c'est un défi de favoriser ce genre d'échange courageux-là de façon constructive, puis de se donner cet espace-là. Ça prend évidemment un effort important pour créer un milieu où les gens se sentent en confiance pour accomplir ça. Mais je dirais que dans la course à la réalisation des objectifs d'un projet où on va souvent très vite, on est poussé par des délais, le défi, c'est d'insérer ça, je dirais, dans notre parcours pour qu'on puisse adresser ces points-là, puis nommer ces choses-là. Je suis encore à la recherche de la meilleure façon de faire ça. Puis d'apprendre à clarifier nos propres attentes là-dedans. Ben oui. Que ça soit clair pour tout le monde. Souvent, on se sent libéré quand on le fait. Donc, on invite tout le monde à l'envisager. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait répondre à cette question? Ben, moi, je crois que je voudrais rebondir là-dessus, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris. J'ai travaillé pendant 15 ans avec des scientifiques sciences naturelles dans le Nord, et puis je suis revenue, j'ai fait un retour aux études en anthropologie, et ce qui me frappe, c'est vraiment cette espèce d'opposition qui ressort énormément entre sciences naturelles, sciences sociales, avec beaucoup d'idées préconçues parfois des deux bords sur l'utilité de l'un ou sur l'objectivité de l'autre, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, ne devrait, je comprends d'où ça vient, je comprends les origines, mais je pense que si on aplanissait ça, et ça pour moi c'est un des défis qui m'a surpris et qui est colossal en fait. Les idées préconçues qui ont pu naître et qui gagneraient vraiment, notamment évidemment dans l'interdisciplinaire, mais à mettre ça à plat avant même de travailler ensemble. Oui, bon point. Puis souvent des perceptions qui peuvent se polariser. Sans historique de collaboration, les perceptions se créent et peuvent être complètement fausses. Alors, mais on est humain et puis on est avec nos historiques, nos backgrounds respectifs. Il faut l'accepter. Alors, il faut provoquer ces rencontres-là, ces échanges, cette ouverture-là pour pouvoir construire davantage. Ça réagit énormément dans le chat. On parle du temps. Le temps que personne a vraiment. Donc, le temps qu'on doit marchander sur d'autres projets, mais qu'on doit s'allouer si on veut vraiment co-construire, qui est non négligeable. Des objectifs fixés, d'accord. Alors, merci. Et on voudrait conclure parce que je vois que le temps file et on est déjà en retard et on repousse toujours la promesse d'une clôture éminente, mais on clôturerait l'atelier d'aujourd'hui en vous posant la question, quel est le conseil que vous donneriez à une personne qui est nouvellement rejoint une équipe interdisciplinaire pour démarrer de la bonne façon, pour essayer de retirer le meilleur de cette collaboration-là?
Question à 1 million de dollars. Question qui fait sourire, hein? Moi, je dirais écoute et humilité. On a entendu le mot écoute beaucoup, mais c'est un mot fourre-tout un peu, mais tellement important d'arriver avec beaucoup d'humilité et d'être à l'écoute. Puis, écoute active. Souvent, c'est facile de rester un peu passif et en retrait, mais aller à la quête des informations, aller à la découverte de l'autre, au-delà des bagages scientifiques qu'on a tous, des parcours, des expériences qu'on a, il reste que le lien qui fait qu'un projet interdisciplinaire fonctionne, c'est les relations humaines qu'on réussit à créer. C'est comme nouveau joueur au sein d'une équipe interdisciplinaire, c'est ce que je dirais. L'écoute et l'humilité. Ça demande du courage, hein? Ça demande du courage de le faire, ça demande de la curiosité aussi. Valentine, équipe. Bon, en fait, moi, je dirais que je parlerai de curiosité. Donc, quelqu'un qui engage une nouvelle expérience, d'être vraiment curieux dans le sens de sortir aussi de sa zone de confort pour aller découvrir toute autre chose. Donc, sortir de son confort disciplinaire et plonger dans le monde inconnu des autres disciplines, accepter de se faire perturber, quoi. Et puis, plus vous avez de connaissances générales, plus votre facilité à créer des ponts va être grande. Donc, c'est pas du temps perdu de lire sur des choses qui nous sont étrangères, c'est au contraire un potentiel de connexion que vous vous offrez. Ouverture d'esprit, on voit beaucoup. Ouvert, écoute. Ça donne le goût, hein? Ça donne le goût de s'ouvrir. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres partages? Oui, Ahmed. Excusez, mon micro n'est pas ouvert. Moi, je dirais plutôt avant de l'empathie, avant de connaître l'autre aussi, avant de s'engager, avant que mes barrières, mes connaissances soient bouleversées un peu par le contact des autres, c'est de se connaître un peu soi-même, là. Parce que là, on va rentrer dans un jeu où mes valeurs à moi, il va falloir que je les laisse de côté puis j'apprenne à se connaître beaucoup mieux avant de se lancer, là. C'est ça, pour moi, c'est une priorité avant de se lancer. Puis c'est sûr que l'empathie vient après, puis ça bouleverse beaucoup de choses, là, avec le fait une certaine introspectivité de soi. Oui. C'est ce qu'on appelle d'aller mettre vers la volonté ouverte, hein? Donc d'y aller, de mettre de côté ce qu'on sait, de mettre de côté ses valeurs, de vraiment y aller pour la cause, d'observer ce qui se passe, donc d'y aller avec sa pleine volonté. Merci de ton partage. Je vais regarder dans le chat s'il y a d'autres éléments. D'accord. Donc là, on va y aller vers une clôture. Merci à toutes et tous d'avoir participé aussi généreusement. C'est quelque chose qui se vit. On est content de vous avoir regardé avec nous pendant cet exercice. Vous allez recevoir sous peu un petit sondage d'appréciation. On vous remercie énormément de prendre le temps de le remplir. Ça nous aide à orienter nos prochaines activités. On a la volonté de vouloir vous offrir une programmation autour de la collaboration interdisciplinaire qui soit soutenue tout au long de l'année. Donc, merci de nous aider à construire cette programmation-là, d'y apporter un peu de vous. Donc, je te passe la parole, Julia. Pour le mot de la fin, je vois que les gens quittent déjà, alors je fais très court. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je repars de cette rencontre très, très, très nourrie moi-même. Alors, j'espère que c'est le cas pour vous et au plaisir de vous recroiser dans d'autres ateliers ou dans une collaboration interdisciplinaire, qui sait. Merci à tous. Portez-vous bien, puis bonne collaboration. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.